Merci Thomas pour ton accueil. C'est pas possible. T'inquiète partout là. On lance un dressage de mouches. C'est pour les trucs. trucs, ouais. Le vin, c'est la terre. Le vin, c'est aussi le soleil. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, Qu'est-ce qu'on cherche dans le vin? Comment on le goûte? Il a du nez, hein. Wine Woman Show. Alors Tessa, qu'est-ce que tu peux nous apprendre sur notre invité du jour? Eh bien, aujourd'hui, il me semble qu'on va rencontrer Thomas Marquand de Château Fleur-la-Motte. Donc, c'est une exploitation de 18 hectares en AOC Médoc. Est-ce que tu sais que Thomas a un secret? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me dire que c'est Batman la nuit tombée? Presque, parce qu'il a une double identité. Il va nous expliquer tout ça. Donc direction Saint-Yvan de Saint-Yvan-de-Médoc. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Wine Woman Show, et qui dit nouvel épisode dit nouveau vigneron, mais pas que aujourd'hui. En effet, notre invité du jour a une double vie, voire une double personnalité. Il est son propre docteur, il est son propre conseiller, il va pouvoir nous dire s'il privilégie la passion ou la raison. Bonjour Thomas. Bonjour Stéphane, bienvenue à Château Fleur-la-Motte. Tu vas pouvoir nous en dire plus sur cette intrigante introduction? Ah oui, avec plaisir. Allez, c'est parti pour un Born to be Wine. Donc Thomas, explique-nous pourquoi tu as cette double casquette. Donc j'ai cette double casquette parce que notre métier premier, on est œnologue conseil, consultant donc essentiellement dans le Médoc pour ma part. Du coup, on va donner des conseils à pas mal de viticulteurs dans la région, mais aussi on va faire notre propre vin et on se doit de faire un vin particulièrement bon parce que sinon on perd en crédibilité. Tout à fait. Voilà, donc on reviendra sur cette particularité plus tard, mais donc c'est ce statut de à la fois œnologue conseil et de vigneron qui est intéressant ici. Donc on va revenir justement sur ton parcours. Oui. Toi, t'es pas du tout du sérail du vin à la base, Non. ta famille, tout ça. Donc tu as des petits contacts quand même avec le vin. Tu me disais un petit stage en troisième dans une cave, c'est ça? Oui, un petit stage en troisième dans une cave à Bassins qui s'appelle le domaine de Moulerain. Parce que ma famille, la famille Marquand, quand ils sont arrivés à Bordeaux, j'ai un grand-père qui a travaillé un peu dans toute la France, ils ont élu domicile auprès de la famille qui était propriétaire de cette cave. Et mon stage de troisième, je l'ai fait chez eux parce que c'était des amis de la famille. Mais malgré tout, j'ai continué des études assez générales. Ouais. Et la personne qui m'a vraiment donné envie de postuler au diplôme d'œnologue, c'est le professeur Darnay, qui était un professeur à la fac de biologie, qui donnait des cours de sciences de la vigne et du vin. Et suite à ça, j'ai postulé pour rentrer à la fac d'œnologie, et c'est vraiment là que la passion a pris. Ouais, il me semble qu'il t'a fait une petite phrase choc pour te convaincre de partir sur le DNO. Oui, parce que j'étais aussi passionné par l'eau et les bassins versants. Et quand j'étais pris en fac d'œnologie, que j'ai reçu le mail comme quoi j'étais accepté, mon dossier avait été accepté, je l'ai appelé parce que j'avais encore une petite hésitation, et il m'a répondu: mais bougre d'âne, allez-y, foncez. Et donc ça t'a convaincu. Donc j'ai dit bon, allez, il faut que j'y aille, et puis et on verra. Et donc derrière, tu attaques le diplôme national d'œnologue, DNO. Oui. Qui doit débuter par un stage. Voilà, exactement. Et donc tu t'es saisonnier à Soulac à cette époque. Exactement, oui. Et tu t'es pas trop préoccupé de savoir de où trouver un c'est que tu stage. allais. Non. Et donc, grâce à mon père et au réseau du rugby, il avait un ami qui était directeur dans une propriété à Pessac-Léognan, une très prestigieuse propriété. Et en quelques minutes, j'ai trouvé le stage, et j'ai rappelé la fac 10 minutes après m'avoir demandé où je comptais faire mon stage. Et quand je leur ai dit le nom de la propriété, ils m'ont dit si en 10 minutes vous me trouvez un stage, donc c'est domaine de chevalier pour les citer, je suis pas inquiet pour vous. Bon, on va rassurer tout le monde. C'est vrai qu'il y a ce cliché du monde du vin où Oui. on dit le réseautage, il faut connaître. Mais on peut aussi trouver des stages et des emplois dans le monde du vin, juste en ayant Évidemment. un beau profil. Oui. Donc, mais en effet, ça peut aussi arriver, évidemment, comme dans tous les secteurs, de Oui. connaître et de faciliter un peu les choses, quoi. Mais donc, c'est ce qui t'a permis de trouver ce stage et de te lancer vraiment dans cette formation. Donc, diplôme en poche, tu pars à l'étranger. Diplôme en poche, je pars à l'étranger parce que j'ai fait toutes mes études à Bordeaux, de la petite section maternelle jusqu'à la sortie du diplôme national d'œnologue. Donc, je pars tout d'abord en Italie. J'ai trouvé un boulot en Toscane. Donc, je vais faire les vinifs en Toscane, et puis retour à Bordeaux
pour les fêtes de fin d'année et tout début d'année, j'enchaîne avec la Nouvelle-Zélande. Donc, ce qui permet de faire aussi sur 12 mois lycée 3 vinifs, puisqu'après la Nouvelle-Zélande, je suis revenu en France faire une vinification. Et au-delà d'acquérir de l'expérience, on apprend aussi des langues étrangères, donc c'est pas mal. Oui, c'est sûr. Puis bon, en plus, c'est Maremma Toscana, c'est ça? En Maremma Toscana, oui. C'est magnifique. Ouais. C'est super. Et j'invite les gens à aller visiter cette région s'ils ne connaissent pas, parce que c'est vraiment très très beau et on y fait des vins remarquables. Et Marlborough Valley pour la Nouvelle-Zélande. Oui, c'est ça? exact. Ouais. Et alors la particularité, c'est que du coup, en tant que dans ces châteaux-là, tu vas avoir des consultants français. Donc ton poste d'aujourd'hui, tu vas avoir des gens qui viennent te conseiller au château à Oui. l'étranger, enfin en Italie, j'imagine. En Italie, oui, pas en Ouais. Nouvelle-Zélande. Mais en Italie, oui, c'était un consultant français, ouais, Mathieu Huguet, qui consultait là-bas. Donc ça m'a permis, déjà, c'était un peu rassurant parce que je ne parlais pas un mot d'italien. J'ai appris tous les noms d'oiseaux là-bas parce que je travaillais avec un chasseur. Donc je trouvais les noms d'oiseaux vraiment au sens Ok. propre. Mais c'était vraiment une expérience très sympa, ouais. Et rassurant d'avoir un Français pour m'accompagner parce que première vinif, d'autant plus à l'étranger, c'était un peu compliqué. Et par la suite, toi, tu as fait l'inverse, tu es venu aussi aider des châteaux Oui. en Espagne notamment, toi en tant que consultant En français. tant que consultant, alors moi je suis allé en Italie en tant que consultant, Mhm. et Antoine Medville et Emilien vont en Espagne D'accord. conseiller. Oui. Donc c'est marrant comment ça Oui, s'est oui, inversé ça au fil s'inverse, des ans. ouais. Quoi. Et donc derrière, tu reviens en France et tu as un poste de maître de chai dans une belle propriété là aussi avec un poste qui t'a appris beaucoup de choses, hein, si j'ai bien compris. Alors oui, je suis revenu en France pour faire une vinification et en 2010, j'ai été embauché par les vignobles Jean-Louis Trocard qui sont aux Arctiques de Lussac, mais pas que parce qu'ils ont des propriétés sur pas mal d'appellations. Du Bordeaux Sup où on va faire des vins à boire dans leur jeunesse sur le fruit et rotation rapide, mais aussi des Pomerol et des Saint-Émilion Grand Cru où là il y a un vrai travail sur du parcellaire, des petites cuves, du soutirage barrique par barrique. Donc en 5 ans d'expérience au vignoble Trocard, j'ai appris énormément. Et j'ai appris différents types de vinifs, différents types d'élevage, parce qu'il y avait aussi des Lussac et des Lalandes de Pomerol qui étaient élevés en barrique, mais vinifiés dans des cuves un peu plus grosses. Enfin, c'était hyper enrichissant, et j'ai appris énormément aux côtés de Jean-Louis Trocard et de Benoît Trocard, son fils, qui arrive à peu près en même temps que moi, et qui a pris la direction générale des vignobles, et on a énormément grandi ensemble, je pense, oui. Donc là, quand tu vas conseiller des vignerons maintenant, tu as ce background, tu sais de quoi tu parles parce que tu l'as vécu, que ce soit à l'étranger, Oui. en France, différentes vinifs, différents produits. Oui, je puis trouve ça hyper on intéressant. a mis les mains dedans, donc on sait de quoi on parle. Quand on arrive dans une propriété, moi par exemple, c'est vrai que je suis arrivé chez un client première année en conseil, et je ne sais pas s'il m'a testé ou s'il savait vraiment pas faire, mais il avait un filtre à monter. Il m'a demandé de le faire avec lui et pour lui. Et mais c'est vrai que c'est bien de montrer qu'on est capable aussi d'avoir la pratique et pas que la théorie et le conseil. D'ailleurs, quand tu sors de ton diplôme, tu devais te projeter, tu te projetais vraiment dans ce que tu as actuellement dans le conseil ou tu t'es projeté plus à la production comme tu as pu faire les premières années? Alors, je me projetais vraiment dans le conseil. Et d'ailleurs, quand on finit le diplôme d'œnologue, il y a un trombinoscope qui est envoyé à tous les partenaires. Et je suis retombé dessus récemment. Et effectivement, dans mes projets d'avenir, je m'étais dit que je voulais être œnologue conseil. Donc, tu as suivi vraiment la voie que tu t'étais tracée, Oui. c'est cool. Et c'est ce pourquoi j'ai quitté un peu aussi mon poste à Saint-Émilion, parce que moi je suis arrivé dans le Médoc il y a longtemps, un peu entre guillemets médocain d'adoption. L'opportunité de faire du conseil et dans le Médoc, des postes qui se libèrent, il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai saisi l'opportunité parce que j'étais très bien à Saint-Émilion dans ce poste chez les vignobles Trocard, mais c'était vraiment une occasion qu'il ne fallait pas laisser passer. Et je remercie d'ailleurs Antoine de Medville de m'avoir choisi parce que voilà, aujourd'hui je fais ce que j'aime et c'est un vrai métier passion.
Oui, en plus, tu as conservé aussi, du coup, cet aspect, grâce à Fleur Lamotte, cet aspect de production aussi. Oui, Et tu as vraiment les deux aspects qui se croisent. Enfin, on va y revenir, mais c'est hyper Ouais. intéressant, du coup. Ce métier d'œnologue, on l'a abordé dans différents épisodes au travers des Mhm. yeux des vignerons. Donc, on a rapidement passé sur. On sent que c'est important et que cet appui, il est primordial pour les vignerons. Mhm. Mais donc là, c'est intéressant de le voir par les yeux de l'œnologue, justement. Qu'est-ce que tu apportes aux vignerons? Comment ça se passe, les relations? À quel moment tu interviens? À quel niveau? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Alors chaque vigneron, je veux dire, a un suivi un peu différent, un peu particulier parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes attentes. D'accord. Il y a des propriétés où on va intervenir dès la culture de la vigne. Mhm. Ils vont nous demander de les accompagner sur le suivi viticole. Ok. La majeure partie, on va commencer à intervenir à partir de à peu près 2-3 semaines avant les vendanges. On va commencer à déguster les raisins, sélectionner les parcelles qui ont le meilleur potentiel. Ok. Parce que c'est un peu là aussi où vont se faire les premiers assemblages. On va essayer d'assembler des merlots de qualité similaire, des cabernets de qualité similaire. Ah oui, ça se fait très tôt, du coup. ça- Les premières idées d'assemblage, Voilà. ça se fait dès la vigne. Oui, parce qu'on va essayer de faire des cuves par qualité pour se donner le maximum de chances de faire après le meilleur vin à la sortie. Donc on va intervenir chez tous nos clients à peu près 15 jours, 3 semaines, un mois avant les vendanges. Et ensuite, on passe entre 1 et 2 fois par semaine dans chaque propriété. Mhm. On déguste les cuves pendant les vendanges. On pilote les vinifs avec eux, donc on va piloter les extractions, ralentir les extractions là où on sent qu'il y a déjà pas mal de tanins, ou qu'on a un tanin qui n'est pas abouti, donc on ne va pas aller chercher de rusticité, ou au contraire des cuves avec un meilleur potentiel, extraire un peu plus, Voilà, donc, extraire un peu plus, ça veut dire faire plus de remontage, jouer sur les températures de vinification, aussi, d'accord, ouais. parce que c'est pas forcément augmenter rondage, mais ça peut être les températures. Ouais. Après on a notre conseil et notre savoir-faire un peu propre à nos conseils. Mais chaque cas est particulier, puis on va essayer de faire aussi un vin qui ressemble au vigneron. Donc pour nous, c'est hyper important de déguster avec eux parce que leur avis est primordial. Oui, tu me disais, il faut surtout pas standardiser les vins, parce que c'est vrai que tu as beaucoup de médocains, notamment dans ton réseau. Oui, Si tu conseilles la même chose à tout le monde, forcément, on va avoir des vins qui se ressemblent. oui. Alors ils n'ont pas tous les mêmes terroirs, mais c'est vrai ça peut être une crainte de standardiser des vins. Ça a été un peu reproché aux œnologues conseils par le passé, mais aujourd'hui, je pense qu'on se rapproche vraiment du vigneron et il faut faire des vins de vigneron. D'autres régions l'ont compris, nous aussi on est en train de le comprendre, mais il faut faire vraiment des vins de vigneron. Chacun a des terroirs différents, des cépages différents, on travaille tous avec Merlot Cabernet en majorité, mais pas dans les mêmes proportions. Donc voilà, on arrive quand même à avoir des vins identitaires pour des propriétés données. Bon, ils sont studieux, nos vignerons, ils sont à l'écoute ou ils font un peu ce qu'ils veulent? Ils sont studieux, ils sont à l'écoute, certains un peu têtus, mais c'est bien aussi, tant mieux. Mais non, dans l'ensemble, ils sont à l'écoute. Et puis aussi, de passer chez eux comme ça toutes les semaines, on a un peu la tête dans le guidon pendant les vendanges tous. Donc ça leur permet d'anticiper des problèmes qu'on a pu rencontrer dans d'autres propriétés un peu plus précoces. Ouais, c'est la force d'avoir un réseau. Tu Exactement. dis, ce problème-là, je l'ai résolu comme ça, je vais pouvoir le dire aux Ouais. autres pour qu'on anticipe un peu les choses. Nous, tous les ans, on fait 50 vinifications différentes. Donc, c'est vrai qu'on accumule de l'expérience, mais on arrive aussi à anticiper beaucoup de choses et éviter pas mal de soucis durant les vinifications. Et est-ce que nos vignerons, ils sont en attente d'innovation, justement, sur des profils un peu différents, de vins, des choses comme ça? Est-ce que tu as ce genre de demande qui t'arrive? Complètement, oui. Et tous les ans, on remet un petit fascicule aux vignerons avant les vendanges, avec un peu les nouvelles tendances. Par exemple, comment réduire l'alcool dans les vins. C'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, on a tendance à voir les degrés monter un petit peu, parce que les raisins sont plus concentrés en sucre. Donc, voilà, des nouvelles techniques pour réduire un peu... là, c'est plus des techniques œnologiques, l'évolution de l'œnologie. Mais après aussi, on va essayer de faire des vins plus fruités, plus modernes. Par exemple, des profils vins à boire dans leur jeunesse. Oui, donc ils ouvrent leur gamme et forcément, ils te demandent comment faire, j'imagine. Ils ouvrent leur gamme, ils écoutent aussi leurs clients.
Alors que ce soit les clients directs particuliers ou les cavistes qui sont des relais d'information très importants. On fait régulièrement des dégustations où on va acheter des vins par rapport à des conseils de cavistes qui nous disent ça marche en ce moment. Ça peut être des vins d'autres régions, mais pour essayer d'adapter les profils aussi à chez nous, à nos terroirs. Mais la tendance, c'est vraiment avoir des vins sur le fruit aujourd'hui qui peuvent être bu assez tôt dans leur jeunesse. Faire des 2022, des 2023 qui sont déjà bons à boire aujourd'hui. C'est une technique différente. Je vais me faire l'avocat du diable du coup. Est-ce que c'est toujours des médocs? Oui, c'est toujours des médocs, oui. Oui, il y a toujours ce tanin, mais ce tanin va être plus soyeux. Il y a toujours l'identité avec des merlots qui sont sur le fruit, gourmands, des cabernets qui vont apporter un peu la structure. On voit qu'il y a de plus en plus de petits verres d'eau qui vont apporter des notes un peu épicées. Donc oui, il y a toujours ce caractère médoc, mais on va faire des vins plus souples, qui ne demanderont pas 5 ou 10 ans en cave pour être plus élégants. Okay. Il y a des pratiques qui permettent de faire des économies pour le vigneron, c'est un aspect qui peut être important, j'imagine, pour eux. Oui, ouais. on essaie d'optimiser les coûts chez certains vignerons. Donc oui, on va leur donner des conseils soit que l'on a vu chez d'autres vignerons, soit que l'on a testé au Château Fleur-la-Motte et qui leur permettent d'améliorer la qualité et de optimiser un peu les coûts. Là, l'exemple qui me vient en tête, c'est par exemple l'élevage dans des gros contenants de 400 ou 500 litres. On se rend compte que l'on va faire des vins qui sont plus modernes parce que moins boisés. C'est vrai que le consommateur, souvent on entend qu'il ne veut plus des vins boisés. Or, on se rend compte que quand on fait une dégustation, souvent, si on leur présente un vin non boisé à côté d'un vin boisé, ils vont préférer le boisé. Ouais. Mais il ne faut pas que le boisé domine. C'est ça que veulent dire les consommateurs quand ils veulent des vins qui ne sont plus boisés. Il ne faut pas que le boisé domine. Et ça, on est tous d'accord. C'était une mode un peu que quand les vins se vendaient très bien sur le marché américain, c'est vrai que les vins étaient souvent très boisés. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc, la barrique de 500 litres ou de 400 litres, c'est une barrique qui va revenir moins cher à l'hecto. Pour le vigneron, et qui va faire en plus des vins plus au goût du jour. Et ça, on a commencé à l'introduire à Fleur-la-Motte en 2015. C'est Émilien, lors d'un voyage dans les Côtes-du-Rhône, qui a remarqué ça dans les chais. Il avait beaucoup de gros volumes. Et il a dit, tiens, ça serait bien d'essayer à Fleur-la-Motte. Et au début, c'était juste un aspect qualitatif. Et puis, en 2016, on en a un peu plus. Puis 2017, encore un peu plus. 2018... on l'a conseillé à nos clients qui s'y sont mis aussi, et au-delà de l'aspect économique, l'aspect qualitatif est aussi grandement amélioré. Tu gagnes sur les deux tableaux là. Exactement. Ok, bon, mais donc justement en parlant de Fleur-la-Motte, donc tu dis tu peux faire des petites expérimentations, des petites innovations au sein du château qui te permet derrière de conseiller un peu tout le monde. Donc il y a cet esprit-là à Fleur-la-Motte, un peu de recherche et d'expérimentation. Oui. Au-delà d'essayer de faire un des meilleurs vins de l'appellation, c'est un peu ce que l'on ambitionne, mais il y a de très bons vins dans l'appellation, donc voilà, on veut montrer notre savoir-faire, mais la propriété nous sert aussi pour faire des essais, que ce soit à la vigne ou au chai, qui ne sont pas toujours concluants. Donc c'est le propre des essais, voilà. Je me souviens d'un essai d'élevage que l'on a fait où on était unanime, c'était le plus mauvais mode d'élevage dans le chai. Donc au moins on était unanime, on savait que ça, c'était pas quelque chose qu'il fallait conseiller à nos clients. Mais par exemple, le tonneau de 500 litres, ça marche très très bien et c'est quelque chose que l'on a conseillé, qu'on peut rencontrer chez de nombreux vignerons. Donc si on continue un peu sur la philosophie du château, donc tu le disais, bon, c'est quelque part la vitrine de votre travail aussi de conseiller, donc oui, en effet, il faut que le vin soit au top, et moi je l'adore, donc je te confirme Merci. Que pour moi il est au top. Qu'est-ce qui fait la caractéristique du château, peut-être son terroir, son encépagement, tu peux nous dire quoi? On a un terroir assez particulier dans le Médoc, parce qu'on entend souvent que le Médoc sont des graves, ou des terroirs calcaires. On a beaucoup d'argile à Saint-Isan, et l'argile amoureuse, parce qu'elle colle aux bottes quand c'est un peu humide. Donc des terroirs assez difficiles à travailler, parce que quand il pleut, c'est difficile de circuler dans les rangs de vignes. Et à l'inverse, l'argile sèche très vite et après les sols sont durs. Donc nous, vu qu'on travaille les sols, on n'utilise plus d'herbicides depuis l'achat de la propriété en 2008. Donc on travaille les sols, donc c'est assez compliqué de travailler ces sols. Mais par contre, c'est merveilleux parce que c'est un tampon
face aux périodes de sécheresse qui nous sert beaucoup. On remarque que l'argile joue un peu le rôle d'une éponge et va rendre l'eau petit à petit au fur et à mesure que le pied en a besoin. Donc, particularité du terroir. Ensuite, en encépagement, on a pas mal de petits verres d'eau en proportion. On a à peu près 15% de petits verres d'eau. La propriété, quand elle a été achetée en 2008 par Henri, Édouard et Antoine, il n'y en avait pas et ils ont planté les premières parcelles, si je ne dis pas de bêtises, en 2011 et je crois qu'ils sont rentrés dans les assemblages à partir de 2014-2015. Au début des petites proportions et petit à petit la proportion a monté et aujourd'hui on se retrouve avec 15%. Même certains millésimes, il peut y avoir un peu plus parce que en plus le petit verre d'eau il a l'avantage, alors, il est peu sensible aux maladies et il est souvent assez généreux. Il fait des petits raisins qui sont très concentrés, donc des couleurs assez vives, des nez épicés, donc ça va rendre plus complexes les vins. C'est vraiment quelque chose c'est un cépage vraiment super et très adapté à nos terroirs. Mais qui a besoin d'arriver à une belle maturité, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, qui a besoin d'arriver à une belle maturité, et ça, c'est un peu le côté positif du réchauffement climatique. C'est que je me rappelle quand j'étais étudiant ou même dans mes stages, les maîtres de chai me disaient que le petit verre d'eau rentrait dans les assemblages que dans les grandes années, dans les grands millésimes. On parlait du millésime 2005, 2009, 2010. Mais en fait, là, on se rend compte que le petit verre d'eau rentre quasiment tous les ans dans les assemblages des premiers vins. Parce que c'est mûr tous les ans et comme je te disais, ça apporte cette complexité aromatique, une couleur un peu plus foncée. C'est aussi un peu plus tannique, à peu près 20% plus tannique que les autres cépages, donc ça va apporter un tanin qui est assez noble, assez soyeux. Donc non, c'est vraiment un grand gagnant du réchauffement climatique, même si on se rend compte que le Merlot et le Cabernet Sauvignon s'adaptent. Alors on a changé les pratiques culturales, on va peut-être faire moins d'effeuillage sur le merlot que l'on pouvait faire dans le passé, mais on voit qu'en 2022 les merlots étaient excellents. Bon, du coup Thomas, la question que tout le monde se pose, c'est qui conseille Fleur Lamotte? Alors Fleur Lamotte a la chance de pouvoir se payer 5 consultants, puisque les 5 propriétaires sont nous le conseil. On prend les décisions majeures à 5, évidemment. Après, Édouard et Henri étant sur le Sauternais, ils vont plutôt gérer la partie administrative, gestion des matières sèches. Si on doit se donner des spécificités à chacun, Antoine et Emilien vont plutôt s'occuper du vignoble, moi un peu plus du chai. Mais par contre, quand il y a une décision à prendre au vignoble, on se consulte. Une décision à prendre au chai, on se consulte. Mais pour Julien qui est sur place, il y a référent chai, ça va être moi, référent vigne, ça va être Antoine. Okay. Vous dégustez tous ensemble. Mais on fait dégustation collégiale pour les assemblages, pour les fins d'élevage, voir comment se goûtent les vins où on est primeur. Voilà, c'est collégial et on déguste à l'aveugle surtout. Bon, il paraît que tu es le meilleur client du labo d'ailleurs. Oui, ça on me reproche souvent de faire trop d'analyses, mais c'est vrai que on a pas mal d'essais en cours, donc c'est des lots qui s'élèvent séparément, donc oui, on me reproche que je fais un peu trop d'analyses. D'accord, très bien. Alors un peu la genèse de ce château. Donc il y a un labo, il y a des associés. Oui. Pourquoi investir dans un château? C'est quand même assez étonnant. Oui, donc Édouard Massy et Henri Boyer ont monté le premier laboratoire en 1990 à Prégnac, donc à Sauternes. Ensuite, ils ont été rejoints par Antoine Melville pour créer le laboratoire de Pauillac en 1996. Et l'idée germait petit à petit dans leur tête d'investir dans une propriété pour faire leur propre vin. Et ils ont même regardé pour acheter une propriété à Sauternes. Et un jour, la famille Berrouet, qui était propriétaire du château Fleur Lamotte, est venue voir Antoine Melville et a demandé à Antoine de les aider à vendre cette propriété qui s'appelait le château Lamotte à l'époque. Et Antoine fait plus que les aider à la vendre, puisqu'ils se sont réunis avec Henri et Édouard et ils ont décidé de l'acheter, donc c'était en 2008. Et ça a changé de nom du coup. Et ça a changé de nom parce qu'il y avait déjà pas mal de châteaux Lamotte, et notamment dans le Médoc aussi. Donc ils se sont réunis avec leurs épouses et puis ils ont décidé d'appeler le château Fleur Lamotte. Et pour la petite histoire, c'est la femme d'Édouard Massy qui a pensé l'étiquette, Valérie.
qui est resté depuis. Donc, Oui, parce que, mine de rien, ce orange là, il est assez peu courant. Il ressort bien, je trouve, et on sort un peu de ces étiquettes blanches avec le château en fond. le portail, oui. Ouais, pourquoi être reparti sur un design moderne assez tôt, du coup? Ça fait combien de temps que... Ils ont changé l'étiquette rapidement. Alors après, cette étiquette, elle a légèrement évolué, mais l'identité visuelle est là, donc la couleur orange. J'ai pas toute l'histoire de comment est née cette étiquette, mais en tout cas, oui, c'est une étiquette qui se remarque chez les cavistes ou sur les tables dans les restaurants. Parce que nous, on ne fait que de la vente directe particulier, ça représente à peu près 50% de nos ventes. On va faire 30% de cavistes restaurateurs et à peu près 20% de négoces. Mais on ne veut pas que nos vins soient présents en grande distribution. On a la chance d'avoir un fichier client qui a été développé dès le début par Édouard, Henri et Antoine, et nous on continue à l'alimenter avec notre famille, notre réseau, nos amis. Donc on a un fichier client assez important qu'il faut faire vivre, et donc Augustin, qui est notre responsable commercial, il gère toute la partie vente, parce que c'est bien qu'on ait une personne à temps plein pour faire cela. Et donc, vous faites beaucoup de ventes particuliers avec des achats groupés, c'est ça? Les gens se groupent pour commander, c'est ça? Oui, c'est quelque chose qui a été très, très intelligent quand ils ont lancé dès le premier millésime, ils ont commencé à vendre le vin en primeur. Okay. Parce que l'avantage des vins en primeur, pour le consommateur, c'est qu'il est payé un peu moins cher. Et pour le viticulteur, ça permet d'avoir un peu de trésorerie, parce que quand on se lance, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir de la trésorerie pour tailler la vigne pour la campagne qui arrive derrière, faire tous les travaux à la vigne, au chai. Donc on a lancé, ils ont lancé les ventes de vin en primeur dès le premier millésime. Et ils ont fait un tarif dégressif et avec un seul point de livraison. Et c'est vrai que ça incite les gens à se grouper et à passer des commandes. Et on a quelques clients qui nous commandent 300-400 bouteilles en se groupant avec des amis, des familles. Du coup, vous découvrez des fois que vous avez des clients que vous connaissez, mais vous ne saviez pas qu'ils étaient clients. Exactement, oui. C'est arrivé à Émilien il n'y a pas longtemps, qui a offert une bouteille à son médecin, et le médecin lui a dit je connais puisque j'en achète déjà. Donc c'est drôle, ça, du coup. C'est assez drôle, oui. On découvre des clients qu'on ne soupçonnait même pas. Et vous faites aussi des soirées un peu délocalisées, c'est ça? À Toulouse la dernière, il me semble que... À Toulouse la dernière, on en a fait une aussi dans le Pays Basque récemment, mais régulièrement, oui, on essaie de faire des soirées dégustation, parce qu'un fichier client, ça s'entretient. Malheureusement, mais on a un fichier client qui vieillit un peu, et il faut le renouveler, comme nous tous. Et donc on l'entretient en organisant des dégustations. On a fait l'île d'Oléron, la région toulousaine, le Pays Basque, région parisienne, sur Bordeaux. On a organisé récemment à la propriété, on a fait ça au mois de juin, une dégustation où on a invité des clients fidèles de Bordeaux, et il y avait aussi les anciens propriétaires qui sont clients, qui continuent d'acheter du vin. Et on incite tous nos clients à inviter des amis pour découvrir la propriété, découvrir nos vins et devenir à leur tour clients. C'est bouche à oreille. Oui. Ouais, c'est très bien. Et les clients deviennent les ambassadeurs du château. Exactement. C'est un beau modèle. En plus, ça implique vraiment tout le monde. Donc, je trouve ça très intéressant. Il y a une particularité du château qui m'a marqué, c'est que vous ne libérez pas les millésimes dans l'ordre. On vend donc les vins en primeur, comme je te disais, ce qui représente un gros marché pour nous. Donc vente primeur direct particulier, puis un petit peu négoce. Donc on livre les vins, on fait la mise en bouteille assez tôt au printemps souvent, parce qu'on va livrer les vins entre le mois d'avril et de mai, avant les grosses chaleurs. Donc par exemple, le millésime 2023 était mis en bouteille fin mars 2025. Pour être livré chez les clients entre les mois d'avril et mai 2025. Et une fois que les vins ont été livrés donc en primeur, le reste du 2023 va être gardé en chai, et actuellement on est en train de vendre le millésime 2019, on arrive à la fin. Après on passera au 2020, mais par exemple du 2021 on n'en a plus à la vente, parce que c'était un millésime à boire plus tôt dans sa jeunesse,
Donc on a privilégié la vente du 21 pour garder les 19 et les 20 en cave qui avaient une meilleure capacité de vieillissement. Et ça plaît beaucoup notamment aux restaurateurs parce qu'on leur livre des vins qui viennent directement de la cave au restaurant. Il n'y a pas eu d'intermédiaire, on sait exactement comment les vins ont été conservés. Et ça nous permet d'avoir des millésimes prêts à boire. Ouais. Et on garde même un petit peu de vin d'anciens millésimes. On a gardé un petit peu de 2016 qu'aujourd'hui on laisse de côté, mais on a pour certains restaurateurs du 2012, du 2014, et on en a un petit peu, mais on les garde pour ce genre de marché et de restaurants qui aiment bien faire des accords mets-vins avec des vins un peu plus aboutis. Hyper intéressant pour vos clients, du coup. Mm. Dire, là, on va vraiment conseiller de le boire maintenant. En plus, c'est des œnologues conseils qui m'ont conseillé. Oui. Je suis tranquille. Exactement. Ouais. Mais écoute, Thomas, merci beaucoup pour ce bel échange. On va pouvoir passer à une rubrique très différente et plus dangereuse pour toi. Ah, C'est là. l'enquête de Potin par Tessa. Oh la balance. Bon Thomas, déjà, Oui. pour commencer, on va faire une petite question pratique. Comme tu le sais, on va déguster tout à l'heure. Et du coup, est-ce que tu as bien prévu de quoi te changer dans ta voiture? Parce qu'il paraît que tu es du genre à te tâcher. Ah, référence aux fêtes de Pamplune. Oui, mais c'était de la sangria, donc ça va. On m'a dit que les dégustations, généralement, t'avais toujours une petite chemise dans ta voiture au cas où tu te tâchais. C'est vrai. Ah oui, oui. Non, c'est vrai, j'ai toujours une rechange parce que je suis maladroit, surtout quand je suis habillé en blanc ou clair. C'est les bons moments, quoi. Bon, après, si j'ai bien compris, ta voiture, c'est un peu ta meilleure amie. On le sait, t'as ta petite chemise à côté, mais elle sert aussi à plein d'autres choses. Surtout à ramener beaucoup de vin de tes vacances. D'ailleurs, ça doit être un gros budget parce que Sarah, apparemment, ne peut pas s'acheter plus que 2 tablettes de chocolat en revenant de vacances. Oui, on trouve toujours des solutions. On fait livrer les tablettes de chocolat et comme ça on peut mettre plus de vin. C'est le vin en premier. C'est le vin en premier. On maîtrise Tu dois avoir une sacrée cave, du coup. Oui, mais ça s'entretient aussi, hein, comme le fichier client. Bon, après, si j'ai bien compris, tu as tellement d'activités que peut-être le budget n'est plus un problème. Évidemment, tu es vigneron, tu es œnologue, on en a parlé. Mais il paraît que tu es aussi cueilleur de champignons entre 2 consultations, jardinier derrière le labo ou encore livreur de poulet pour aider un peu tout le monde. Est-ce que ça te permet de gagner un peu d'argent, tout ça? Non, je suis très généreux et je fais ça généreusement, souvent. Tu aides tout le monde, du coup, le Oui. coup des poulets. On m'a dit que c'était une petite galère. Je pense que j'aurais dû monter une société de transport ou de logistique parce que c'est vrai que je suis tout le temps en train d'aller à droite à gauche pour ou récupérer des affaires ou en livrer. Mais oui, je suis sur tous les bons plans. Et la cueillette de champignons entre 2 consultations. Ça m'arrive. En plus, j'y crois ce millésime parce que ces dernières années, c'est souvent les années impaires où on fait les plus belles récoltes. C'est admirable hein, d'être aussi actif et d'aider les gens, mais bon, du coup, tu es tellement fatigué par tout ça que tu t'endors pendant tes propres soirées, apparemment, notamment les dégustations entre amis. Au moins maintenant, on sait que tu ne pourras pas être organisateur d'événements en plus de tout le reste. Oui, oui, je vois la soirée dont tu veux parler, mais c'est parce que je l'organise à la maison et je me suis tellement mis la pression qu'une fois que la soirée était bien passée, je me suis relâché, je me suis endormi tout Ouais, seul. les nerfs, Et ils voilà, sont les nerfs ont lâché. Et d'ailleurs, ces soirées dégustation, tu peux nous en parler un peu. On nous a dit que c'était un petit truc entre amis où vous faisiez plaisir, vous dégustiez des bonnes bouteilles. Oui, on appelle ça le banquet sauvage. Le banquet sauvage. On se réunit de temps en temps, d'ailleurs, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Et chacun amène une bouteille et puis on fait des dégustations à l'aveugle, on essaie de trouver les cépages, les régions, les pays, les millésimes. C'est pas toujours évident. Il y en a qui sont plus doués que d'autres d'ailleurs dans la matière, mais c'est toujours intéressant et on est toujours très content de se retrouver. On est tous du milieu du vin, donc voilà, on est très content de se retrouver pour ce genre d'événement et de soirée. Sans dormir, du coup. Sans dormir. Ok, bah écoute, moi j'ai posé toutes mes petites questions, donc je vais vous laisser et on se retrouve plus tard. Merci Tessa, à tout à l'heure. Merci. Bon écoute Thomas, on va passer à la rubrique En vrac, la rubrique où les questions s'enchaînent sans aucun rapport entre elles. Ok. Dites-lui que j'ai plus de genoux. Il dit qu'il a plus de genoux. Il dit qu'il voit pas le rapport. Donc Oui. tu es au conseil d'administration du CABBG, donc du club de Bègle, qui est aussi qui est en lien avec l'UBB. Hein, Oui. on en a parlé avec Benjamin dans l'épisode 4, si Oui. je dis pas de bêtises, c'est les 4 Qui était joueur au moment de l'Union. dont on a parlé avec Ouais. Benjamin dans l'épisode 4, qui était joueur de l'Union, et joueur de Bègle aussi au tout départ. Oui.
Donc explique-nous un peu ton rôle dans tout ça, comment tu es arrivé là? Alors, je suis arrivé là un peu, j'ai été coopté au décès de mon père qui est rentré, lui, au comité directeur du SABBG dans la fin des années 80 et qui a vécu notamment le titre champion de France en 91. Et la famille Moga sont des vrais amis de la famille. Alban Moga notamment est mon parrain dans le rugby. Et un jour, il m'a dit... pour ton père et ça serait bien que tu nous rentres avec nous. Donc j'ai un rôle, j'ai pas un rôle très important au sein du CABBG, qui est donc l'école de rugby rattachée à l'UBB. Mais j'ai, comme dit Alban, j'ai un rôle de bienfaiteur parce qu'à chaque fois qu'on fait une réunion, c'est moi qui amène le vin. C'est important, en effet. Voilà. Et donc, ton père a beaucoup aidé le club à trouver des partenaires, c'est ça? Oui, et puis à l'époque où c'était du rugby amateur, il fallait trouver du boulot aussi aux joueurs de rugby. Mon père, dans ses entreprises, avait salarié certains joueurs qui avaient des emplois du temps aménagés pour pouvoir assister aux entraînements. Et puis, Donc, qui est entraîneur actuellement, c'est pas de... Oui, il a travaillé avec Patrice Colazo à l'époque. Et du coup, il aidait aussi à trouver des sponsors pour le club. Les budgets n'étaient pas aussi importants, mais il y avait quand même des budgets pour les déplacements et tout ça. Et donc, il a eu un rôle plus important que moi je n'ai aujourd'hui dans les années 90. Et donc, le petit Thomas était dans les coulisses, tu as vécu le titre, je vois que tu as une photo avec le Brennus, c'est ça? Oui, en 91, oui. Et donc, tu as aussi pu faire le grand couloir de l'Escure. Voilà, parce que certains matchs étaient délocalisés à l'Escure, donc... c'est vrai que quand j'étais petit, j'ai fait certains déplacements dans le bus des joueurs. On faisait pas mal de déplacements parce qu'il y avait aussi des clubs plus près, notamment il y a les Brives, Mont-de-Marsan, Dax qui jouaient à l'époque en élite. On faisait pas mal de déplacements. Et puis j'étais parmi les petits gamins qui jouaient sur le terrain à la fin des matchs. Tu tenais la boutique aussi, c'est ça? Je tenais la boutique avec ma mère. J'aidais les ventes de tickets de tombola pour l'école de rugby avec Gilou, qui est pareil, une figure du club du SABBG qui était très très présent à l'époque. Donc non, j'ai baigné dans le club petit et j'accompagnais beaucoup mon père. Et ça reste une passion du coup maintenant? Alors ça reste une passion maintenant. Moi j'assiste à tous les matchs ou en tout cas le plus possible et puis aux phases finales. Oui, c'est une passion aujourd'hui et même moi j'en fais un peu, mais du touch rugby pour ne pas se blesser. Voilà, c'est sans plaquage. Oui. C'est vrai que sur la fin de carrière, c'est pas mal de rester sur le sans plaquage. Oui. Est-ce que tu peux me parler d'arbres truffiers? Alors, arbre truffier, on a planté sur un sol calcaire une soixantaine de truffiers de différentes essences. On a 3 essences. Alors, on a des chênes, je crois noisetier et aubépine, mais je ne sais pas sûr de la 3e. Et pourquoi du coup c'est encore cette idée d'expérimenter, d'être curieux? Non, parce qu'a priori on a un terroir qui s'y prête. Okay. On a Henri Boyer, par ses connaissances, il connaît un pépiniériste qui fait justement des essences qui sont mycorhizées, donc qui potentiellement, si elles sont dans le bon terroir, vont donner des truffes. Donc on avait cette parcelle d'un demi-hectare qui n'était pas plantée en vigne, et on a dit on va mettre quelques truffiers dessus. Ok. Et comment c'est que la truffe est là et prête à être ramassée du coup? Oui, normalement il faut dresser un chien ou un cochon ou une mouche, mais tu vas dresser non, Syrah, là, je vais peut-être essayer de dresser Syrah. C'est vrai que là pour les ramasser on n'a pas encore réfléchi, mais je crois que une fois que il y a des trucs qui poussent au pied d'un arbre, l'herbe crame autour de l'arbre, il me semble. Donc ça donnera un premier indice et puis après il nous restera quelques mois pour dresser le chien. Très bien. Est-ce que tu peux me parler un peu du Médoc en tant que destination? Donc tu disais Médocain d'adoption, c'est parce que tu as une maison de famille à Vinsac, c'est ça? Oui, alors il s'en est fallu peu, mais ma grand-mère a acheté une maison à la fin des années 80
je crois que c'était en 87 exactement, mais elle cherchait plutôt sur le bassin d'Arcachon, entre Andernos et le Cap Ferré. Et elle ne trouvait pas son joyau, ce qu'elle cherchait. Et en fait, la maison idéale, elle l'a trouvée en élargissant ses recherches à Vinsac. Et c'est aujourd'hui une maison de famille où on a l'habitude de se retrouver en famille. Moi, ça me permet aussi, pendant les vendanges, d'avoir un pied-à-terre pas très loin du Nord-Médoc quand on attaque les journées tôt Nord-Médoc. Mais c'est une maison voilà, où on a passé toutes nos vacances, tous nos week-ends. Moi, du coup, quand j'étais étudiant, je faisais les saisons à Soulac ou à Montalivet. On profite beaucoup de cette maison. On a rencontré beaucoup de monde et c'est pour ça que je dis médocain d'adoption parce que on n'est pas pure souche. Oui. Après, t'es tombé amoureux du médoc quand même. Ah, par contre, oui. Et tu le conseilles, j'imagine, ce médoc à découvrir. Oui, parce que je le conseille parce que il y a vraiment cette route départementale qui monte jusqu'au Verdon Nord-Médoc. Il y a toute la partie estuaire qui va être le Médoc du vignoble, des belles propriétés, des très jolis vins à découvrir. De Jodignac à Blanquefort, il y a des vins magnifiques partout et j'insiste sur le fait qu'il y a des super rapports qualité-prix dans le Médoc parce que on peut découvrir des vins entre 12 et 15 euros qui sont remarquables. Et puis il y a toute la partie donc, ouest de cette route avec la lande girondine, les forêts de pins, les dunes, l'océan. On peut pratiquer le surf, on peut pratiquer la chasse, la pêche, on est très proche de la nature. Il y a un réseau de pistes cyclables qui est gigantesque pour faire des balades. Enfin, c'est vraiment une région que j'invite à découvrir parce que c'est splendide. Donc l'été, tu fais la plage et l'hiver, la chasse. Et l'hiver, la chasse, oui. Donc c'est une vraie passion aussi pour et toi. entre les deux, il y a les vendanges. Entre les deux, mais oui, c'est une passion. Moi, dès que j'ai eu l'âge, j'ai pu passer le permis, je l'ai passé. Après, je ne suis pas mordu de chasse parce qu'il y a aussi les matchs de l'UVP à aller voir un week-end sur 2 à domicile. Mais je chasse et notamment la bécasse et la chasse du canard à la tonne avec d'autres viticulteurs. C'est quelque chose que j'apprécie. Me retrouver avec mon chien, faire des balades dans les bois, c'est pas forcément courir après le gibier, mais c'est vraiment être dans la nature, déconnecté. Et marcher des kilomètres avec son chien et ça vide vraiment la tête et c'est très plaisant. Et à ceux qui critiquent la chasse, tu leur dis quoi? Oui, je veux leur dire, comme dans tous les domaines, c'est vrai qu'il y a quelques individus qui ont des mauvaises pratiques et qui jettent une image pas terrible sur la chasse, mais la majorité des chasseurs sont des gens très proches de la nature, très respectueux de la nature, qui entretiennent les chemins, les forêts, les marais. Qui ont des pratiques tout à fait correctes et normales. Et je pense que les personnes qui se baladent, les gens qui vont aux champignons et les chasseurs peuvent très bien cohabiter, mais voilà, chacun doit aussi faire des efforts. Et par exemple, même si on va chercher les champignons, je pense qu'il faut s'habiller avec des vêtements ou fluo ou voyants dans les bois pour être facilement identifiable. Merci pour ces conseils. Bon, Thomas, exceptionnellement pour le mot médocain, on se retrouve à la vigne parce que tu as un mot à nous expliquer qui n'est pas si facile que ça à comprendre. Le mot médocain, mais pour rester dans le thème de la vigne et du vin, ça va être le mot cabotte. Donc un cabotte, c'est un rang généralement en bout de parcelle, voire des deux côtés de chaque extrémité de la parcelle, les rangs plus courts. Donc ils sont plus courts, ça peut être pour plusieurs raisons, mais parce que ça permet au tracteur de pouvoir tourner si la parcelle de vigne se finit par une haie, ou ça permet aussi de suivre les limites cadastrales, parce qu'une parcelle ne finit pas toujours à angle droit et droite, donc ça permet d'avoir des pieds sur les parties de la parcelle la plus étroite ou la plus petite. Ok. Donc les cabottes, ce sont généralement les rangs les plus courts au bout des parcelles. Ok, très bien, merci pour ce mot cabotte. Maintenant, retour au camion. Allez. Dernier sujet. Nous sommes aujourd'hui le 7 août, un jour de tournage. Oui. Donc même si les gens vont voir ce podcast bien plus tard, il y a 2 jours, la publication du Médoc Blanc est devenue officielle. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce futur produit? Donc, puisque à l'heure où va sortir ce podcast, certainement que les vins sont en train de dormir dans les chais, prêts à sortir en avril. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur les particularités de ce Médoc Blanc et qu'est-ce que va être ce produit en fait?
Alors, Médoc blanc, il y a déjà beaucoup de propriétés qui font du blanc dans le Médoc. Et c'est ce qui a permis certainement d'avoir l'appellation, parce qu'il y a une histoire du blanc dans le Médoc. On a des très bons vins blancs dans le Médoc. Le cahier des charges a mis certaines contraintes aux viticulteurs, mais qui sont des contraintes, je pense, obligatoires pour faire des blancs de qualité, notamment en termes de récolte, en termes d'élevage, en termes de vieillissement. Donc pour moi, le Médoc blanc, mais on va avoir des vins de qualité, parce qu'on a des très beaux terroirs pour faire des blancs, où les Sauvignons blancs, Sémillon, Sauvignon gris et Muscadelle se plaisent énormément. Pas que, il y a d'autres cépages. On va réussir à avoir des vins identitaires, qualitatifs, avec aussi de la fraîcheur, parce qu'on a cette proximité avec l'estuaire et l'océan. Donc c'est hyper important pour faire des vins rouges, mais surtout des vins blancs. Moi je trouve que c'est une très bonne chose que cette appellation ait pu voir le jour. Et on verra. Tu vois un bel avenir. Et j'y vois un très bel avenir. Et ensuite, pour les propriétés, je pense que c'est aussi un moyen de se diversifier un peu, d'apporter dans leur gamme d'autres produits. On en parlait tout à l'heure, notamment avec les vins fruités, mais le vin blanc, c'est aussi un produit qui rentre dans la gamme. Par exemple, certains salons peut être un produit d'appel, parce qu'il y a des gens qui viennent sur des salons pour goûter uniquement des blancs. Et puis une fois qu'ils sont là, on leur fait goûter des rouges. Et puis comme ils les trouvent finalement très bons, et ils vont en acheter aussi. Mais voilà, je pense que c'est un vrai point positif pour cette région. Voilà, on est très content d'avoir pu faire reconnaître officiellement cette nouvelle couleur dans notre cahier des charges. Et on vous invite vraiment à aller découvrir les produits donc à partir d'avril 2026. Ouais. Merci Thomas. On va passer à une rubrique qui est très importante, puisque c'est la dégustation du château Fleur-la-Motte par Tessa dans Test ton Wine. Stop goûte en place, je suis prête à en découdre. C'est parti pour une 11e dégustation, en espérant que le 11 soit mon numéro chance, car aujourd'hui j'ai l'impression de risquer gros. Il y a un peu une énergie de rentrée des classes, je m'étais habituée à ce qu'on me dise que je faisais du bon travail et que j'avais des mots qui commençaient à sonner juste, mais là je repars à la case départ. C'est vrai que bon, tenter de lire à travers le vin pour le décrypter face à quelqu'un qui a la double casquette vigneron, œnologue, ça ressemble plutôt au début d'une mauvaise blague. Je peux vous dire que je me suis entraînée pour cette chronique comme quand je devais réciter ma poésie à ma mère avant d'aller à l'école. Mais enfin bref, du coup j'ai décidé que j'allais tout miser sur mon propre style et on verra si ça passe. Allez, assez parlé, passons à la dégustation tant redoutée. Aujourd'hui on s'attaque au chapitre Fleur-la-Motte millésime 2020. On se sert un verre sans trop trembler, si possible, et on regarde. Là, je peux observer un rouge intense, limpide, au reflet assez foncé et plutôt rubis selon moi, dit-elle d'un ton incertain en analysant toutes les micro-réactions de son interlocuteur. Bon, trêve de bavardage et de plaisanterie, passons au nez. Je trouve à ce vin des notes fruitées, gourmandes, mais aussi une certaine fraîcheur, ce qui me fait plutôt penser à de petits fruits rouges, mais alors lequel, ça c'est mon éternelle question. Je sens également légèrement l'alcool, les épices plutôt poivrées je crois, mais j'ai un peu de mal à statuer à ce sujet. La meilleure solution à ce problème, c'est donc de goûter pour comparer. Et là, j'ai la pression, pourtant, on parle pas de bière. Allez, je me lance, après tout on m'a toujours dit qu'il fallait pas s'avouer vaincu avant d'avoir essayé. Il va me falloir un peu de temps pour expliquer ce que je ressens, car en bouche, ce vin, il est saisissant, selon moi, c'est le premier mot qui me vient. Je sens que l'entièreté de ma bouche, jusqu'aux lèvres et aux gencives, participe aux sensations laissées par la dégustation. Les tanins recouvrent ma langue en laissant une sorte de fini doux, presque soyeux. On se retrouve avec une belle longueur qui fait même légèrement saliver. Ce vin a, je crois, à la fois une petite acidité et une chaleur avec des arômes empyromatiques. Sûrement la marque du bois. Et là, j'espère que je marque des points avec mes mots savants. Je ressens également une présence des épices à nouveau dans un second temps. C'est une sorte d'harmonie qu'on retrouve entre tous ces éléments, selon moi. On sent sa complexité du début à la fin, mais sans se donner des airs de premier de la classe, comme moi je pourrais faire. En tout cas, j'ai hâte de découvrir tes corrections, Thomas, pour voir s'il me faut passer au rattrapage. Bon alors, ne faisons pas plus durer le suspense, monsieur Marquand. Dois-je, oui ou non, prendre des cours du soir? Ou alors, puis-je continuer mon cursus en écrivant mon mémoire de la dégustation selon Tessa? En tout cas, un grand merci pour cet exercice de haut niveau et ce super vin. Merci pour ton commentaire. Non, très, très élogieux, très bien et très juste. Merci beaucoup. I've made it. Bravo. On embauche au labo pour faire des commentaires dégustation. D'ailleurs, si jamais. Je suis large. Bon alors. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu
de ce vin selon Thomas? Donc je suis très content moi, de ce millésime 2020 parce que c'est un millésime, au-delà du fait qu'on ait eu des très jolis raisins, en plus la nature a été assez généreuse parce qu'on a eu une quantité qui était tout à fait correcte. Donc on a un vin qui est bien équilibré. Je suis d'accord avec toi. Je te rejoins sur les notes épicées. Ça, je pense que c'est le petit verre d'eau qui les apporte. Mais oui, une certaine fraîcheur aussi. Donc je suis un peu comme toi, le fruit rouge, je n'arriverai pas à mettre un nom dessus, mais quand c'est comme ça, tu dis que c'est un cocktail de fruits rouges et ça va très bien au vin. Ok, je note les tips pour la prochaine fois. Donc non, je trouve que bon, l'élevage commence à se fondre, mais effectivement, il y a des notes un peu empyromatiques, mais qui soulignent assez bien le fruit et le vin. Donc moi, on va pas tarder, on commence à en vendre un peu et je pense qu'il est bon à être dégusté dès maintenant et encore dans les 4-5 prochaines années. Oui, bah, si tu me demandes mon avis, effectivement, il est bon à déguster dès maintenant. Parfait, merci beaucoup Tessa pour cette belle dégustation. Merci. On arrive à la fin de cet épisode. Thomas, merci beaucoup. Pour te retrouver, donc déjà on peut venir visiter le château. Oui. Pas de bêtises. Alors, on peut venir visiter le château. Du fait de la double casquette, on n'est pas toujours présent sur place, donc c'est mieux de prendre rendez-vous. C'est même souhaité. Il y a toutes nos coordonnées sur le site internet, tous les réseaux sociaux. Oui, donc c'est châteaufleurlamode.fr. Oui. Ou sur l'Instagram, fleur.la.motte. Donc n'hésitez pas à venir au château voir un petit peu tout ce qui s'y fait. Si vous voulez retrouver Thomas, il y a aussi la bodega du bébé, chaque match à domicile. Oui. Et puis, donc pensez bien à liker l'épisode si vous avez aimé cet épisode, à le partager autour de vous. On compte sur vous pour nous aider à diffuser tout ça. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Wine Woman Show. À bientôt. À bientôt. Des trésors uniques au monde, un art de vivre à la française. On est tous d'accord pour dire qu'il faut boire avec modération. La culture et l'histoire, elles, vous pouvez vous en régaler tant que vous voulez. Un grand moment de partage. Parler des choses qu'on vit et des verres qu'on vit. Parler du vin qu'on boit, c'est des vins qu'on boit.